Quête d'accueil. Un documentaire d'Aliénor de Broc. Première partie. C'était un mardi. Un mardi du mois de juin, fin de l'année scolaire. Et je vais chercher ma fille à l'école. À ce moment-là, elle est en fin de 3e maternelle. Elle a 6 ans. Et quand je la récupère, je vois que ça va pas du tout. Elle a vraiment une tête de j'ai passé une mauvaise journée. Et très vite, elle me raconte, elle me dit maman, les repas de midi, c'est vraiment pas chouette. Et elle me dit tous mes midis sont des mauvais midis. Manger au réfectoire, moi, le midi, quand je mange, moi, c'est le seul moment où je peux me reposer et tout ça. C'est le seul moment où j'ai envie j'adore ce moment. Et du coup, on ne peut jamais parler. Et aussi, si on fait trop de bruit à la garderie, on reste les bras croisés. Si on fait trop de bruit, on reste les bras croisés, la tête sur les bras. Assis à table. Quelques minutes. Et tous les enfants ou juste ceux qui ont fait du bruit? Tous les enfants. Tous. C'est pas du tout la première fois qu'elle me rapporte des choses comme ça. Des histoires de garderie qui se passent pas bien, les enfants n'ont pas de jouets parce qu'ils ont trop parlé, des histoires de cours de récré où elle va jamais raconter ce qui va pas aux personnes qui surveillent la récré, on dit comme ça, surveiller la récré, parce que elle a pas confiance, parce qu'en fait, à part crier sur les enfants, ces personnes ne font rien. Et donc ça fait longtemps, en fait, depuis qu'elle est entrée à l'école maternelle, que je me rends compte que il y a des moments comme ça qui sont compliqués. Je rêve où c'est mon chat. Un jour, elle a montré, il y avait des gourdes, des manteaux, des pulls et aussi des boîtes. Et elle les avait montrées. Mais si personne disait que c'était à eux, alors elle les jetait à la poubelle. Et il y avait peut-être des absents. Ils les ont jetés devant tout le monde. Plusieurs choses. Mais oui, dans les poubelles. Je suis là avec ce truc qu'elle m'a raconté et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que c'est pas la première fois que ça arrive et parce que quand j'en parle avec d'autres parents de l'école ou avec d'autres amis parents dans d'autres écoles, je me rends compte que ce problème de ce que j'appelle la garderie, en fait, il est généralisé. C'est des adultes qui crient sur des petits, de maternelle ou de primaire, des histoires comme ça. J'en ai entendu plein depuis que je suis devenue maman, depuis que mes enfants sont à l'école. J'ai l'impression que, en fait, tout le monde se plaint, ou en tout cas que plein de gens racontent ça. Et puis moi, en fait, j'ai plein de souvenirs qui me remontent là dans la gorge. J'ai plein de souvenirs de mon enfance avec ces adultes. On savait jamais très bien qui ils étaient, où ils se trouvaient, quand ils allaient surgir pour nous réprimander, nous faire une remarque, nous dire de terminer notre soupe, notre tartine. Est-ce que ta boîte est vide? Est-ce que tu as mangé? Tu parles trop, tu cries trop, ça va pas. Vous faites trop de bruit. J'ai plein de trucs comme ça qui me remontent. En 5e C, on n'a toujours pas compris qu'on se décalait. Non. On est bientôt en juin. Tu rêves? On va pas le faire à chaque fois, je vous ai dit. Ok pour une fois, mais pas à chaque fois. Zéran, journal de classe tout à l'heure. Et Yakim, journal de classe tout à l'heure. Donc je récapitule, juste pour l'instant, j'ai Benjamin du premier service, Mimine, Reda, Rosario, Zéran, Eliakim, Edgar et Dadam. A priori, je serai dans mon bureau avec un peu de chance. Vous savez quoi faire? Je me rends compte que ça fait 4 ans que ma fille est à l'école et je me suis jamais posé cette question de comprendre qui sont ces personnes et quel est leur boulot exactement et pourquoi ça se passe pas bien.
Je sais pas quelle formation ils ont, je sais pas sous quel statut ils travaillent, je sais pas comment ils sont rémunérés, comment ils sont engagés, je sais rien. C'est quoi ça? On dirait bien que en fait ces temps-là, ce que j'appelle toujours la garderie et le temps de midi, on dirait bien que c'est foireux. Il y a vraiment un truc qui va pas. Comme j'ai pas trouvé de réponse à mes questions, ni auprès de la direction de l'école, ni auprès du PO, pour qui en gros tout va bien, j'ai décidé d'aller en chercher ailleurs. Mon nom c'est Bernard De Vos, je suis le délégué général aux droits de l'enfant. L'école est violente. Je termine quand même 12-13 ans de mandat. Je ne vais pas me priver de dire ce que je pense. L'école est violente, à tout point de vue. Je pense que nous nous sommes habitués, et je le regrette, donc je le dénonce régulièrement, à conduire nos enfants dans des écoles qui sont globalement relativement maltraitantes, indépendamment de ces périodes-là. Rien n'est grave. Entre guillemets, rien n'est grave, mais j'ai eu encore des témoignages de mes 2 filles hier soir à un repas qui m'expliquaient, maintenant avec beaucoup de retard, la manière dont elles ont été traitées dans une petite école communale. Ce sont des grands adolescents qui peuvent commencer à parler de ces choses-là. Parce que le souvenir est encore assez frais, qu'à l'époque, elles ne le disent pas, c'est les enfants qui gardent ça pour eux parce que ce sont des adultes qui les traitent d'une telle manière. Et même si le climat de confiance est bien établi dans la famille, ils ont compris que c'est 2 milieux différents, ils sont confrontés à des adultes à un endroit, à d'autres adultes à d'autres endroits, et qu'ils ne font pas toujours le lien, entre guillemets, entre les deux. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis moi très attentif à ce qu'on ait une loi contraignante en matière de violence dite éducative ordinaire, parce que un comportement, j'ai envie de dire, inadéquat vis-à-vis d'un enfant, le bousculer, le prendre par la force, hurler dessus, le mettre au coin de manière l'insulter, l'injurier, avoir des propos racistes, ce que plusieurs enfants m'ont rapporté, notamment dans des discussions récentes que j'ai eues avec des adolescents, c'est considéré comme étant faisant partie du bon ordre des choses. Tous ceux que j'ai cités, vous avez déjà tous fait les charges. Non. Quand vous m'avez puni. Fais gaffe, madame, parce que je garde tout dans mon téléphone. Si jamais je retrouve ton prénom, ça va aller très mal. Oui, mais c'est quand vous m'avez puni ou pas? Vous avez le droit d'être là debout? Non. J'ai pas envie que vous soyez grondés. Non, mais... C'est repas tartine pour vous? Oui. J'ai pas bien compris pourquoi il y en avait qui étaient punis. Ah, parce qu'il parle. Ben, tout le monde parle, non? Mais quand la prof, elle voit quelqu'un qui parle, elle le punit. Elle dit à 13h. Je suis dans mon bureau à 13h20. Après, ils ont une punition. Ils doivent copier, je sais pas combien de fois, je me tais. Quand c'est plusieurs fois, c'est doublé. Et je veux pas que vous soyez punis, alors... On pourrait avoir des lavettes, s'il vous plaît. C'est un podcast. Oui. Mais Reda, qu'est-ce que tu fais? Madame, vous allez faire un podcast de cris? Mais non. C'est bon, à partir de maintenant, moi je dois aller le calme. Dans les écoles, on fait encore autorité comme on faisait autorité au milieu du 19e siècle. Je dirais qu'il y a 50% du personnel, enseignants, direction, qui sont des espèces nostalgiques de cette forme d'autorité, qui disent si on reprenait la bonne vieille autorité comme avant, on sortirait de cette chienlit et on arriverait à cadrer mieux nos élèves, etc. Et l'autre moitié estime, et je soutiens plutôt cette partie-là, que la société a changé, qu'on fait autorité toujours, que les parents, que les enseignants sont capables et doivent faire autorité sur les enfants avec d'autres moyens.
Les parents qui continuent aujourd'hui à dire à des adolescents « tu dois être là à 8h et si c'est pas là à 8h, je te mets dans ta chambre, etc. » Je veux dire, ils vont aller de difficulté en difficulté, ils vont pas s'en sortir. Les parents qui ont compris qu'il faut laisser le choix, il faut essayer de discuter, accepter la vision originale que l'adolescent peut avoir du monde, accepter de négocier, etc. Ceux-là ont en général des résultats plus heureux avec leurs adolescents et leurs enfants. Parce que tout ce que vous dites de l'autorité à la maison, c'est déjà pas simple. Mais alors quand on a 60 gamins dans un réfectoire ou plus, est-ce qu'on peut faire autorité autrement ? Si le contexte général l'autorise, je crois qu'il y a moyen. Je crois qu'il y a moyen, mais c'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs qui sont là ce temps-là soient en confiance et se disent qu'il ne va pas y avoir de commentaires critiques par rapport à leur travail, si c'est un peu la fête, si c'est un peu la foire, si on essaie de ne pas brimer, si on essaie de ne pas obliger tout le monde à vider son assiette, enfin je veux dire des trucs classiques quoi, hein, qu'on voit tous les jours. Ce n'est pas une attaque vis-à-vis ni des enseignants vis-à-vis de ces personnes qui sont là, c'est les conditions dans lesquelles elles travaillent, la réflexion dans laquelle elles sont, qui fait que c'est impossible de faire beaucoup mieux. Quand je me rends compte de ça, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de comprendre ce que c'est, l'accueil extrascolaire. J'ai envie de comprendre pourquoi, moi, j'ai des mauvais souvenirs de quand j'étais enfant, de pourquoi ça se passait déjà pas bien il y a 30 ans et pourquoi on dirait bien que ça continue à mal se passer. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un enregistreur et un micro et d'aller rencontrer les personnes qui font ce métier. Il y avait quoi dedans ? De l'eau au citron. Ok, je vois plein de jouets partout, je ne suis pas contente. Du jus aux framboises et des fraises. C'est quoi les trucs verts là, les petits morceaux ? Des feuilles de menthe. Ah, c'est ça, c'est super bon. Naïm, tu aimes les fraises? Tiens, une fraise en plus. Diego, ce n'est pas ta place. Notre super-héros, c'était un super-héros panda. C'est vous qui l'avez fait ? Oui. Wow, c'est super. Avec Madame Elisa. Il est magnifique ce panda. Merci. En fait, on a utilisé comme structure les filets de cage à poules. Et donc, on a créé la structure interne, puis avec des spirales aussi en fer et tout ça. Et puis, on a fait du papier mâché, puis on a collé du tissu de la fourrure dessus. Donc, c'est un vrai panda, grandeur presque nature. Et son pouvoir, c'est un éclair magique. Alors, quand il y a un conflit, l'éclair magique arrive entre les personnes qui sont en conflit et du coup, la magie, c'est que ça apaise directement. Elisa est la première accueillante que je rencontre. Elle est animatrice dans une école maternelle bruxelloise qui a fait appel à l'association Alter Educ pour repenser l'accueil extrascolaire. Moi, quand je suis arrivée dans la cour de récré, alors je peux vous dire, l'année passée, j'ai chialé tous les jours. Moi, j'ai dit à mes proches que je suis en burn-out depuis que j'ai commencé ce travail. Ce qui est pas faux, au sens où que je suis vraiment épuisée totalement. Et je tiens parce qu'il faut tenir, parce que voilà, on m'appelle Vulcana, j'ai quand même un gros pot d'énergie et que du coup ça fait que j'arrive quand même à tenir. Mais en soi, c'est vraiment dur. Toutes les personnes avec qui je travaille au quotidien, je vois qu'il y a des bonnes intentions, que c'est des gens qui, la majorité, qui ont choisi ce travail parce que c'était important. Mais j'ai l'impression que la vie au quotidien, que les fonctionnements institutionnels rend impossible en fait les suivis des enfants en fait comme elle mériterait en fait tout simplement. Cette fonction elle est tellement mal appréciée, mal aimée. En fait on n'a aucun statut de reconnaissance par rapport à tout le travail qu'on fournit.
rien que changer le vocabulaire, de ne pas m'appeler surveillante, de ne pas appeler notre local d'accueil garderie. En fait, rien que ça passe pas après 1 an et demi, alors que voilà, c'est quand même un point sur lequel on insiste. Et puis finalement, c'est que des mots. Mais en fait, c'est pas que des mots, parce que quand les enfants me rencontrent dans la rue, ils sont hyper contents, ils viennent me faire des câlins et des bisous, etc. Et puis ils disent à leurs potes, oui, c'est la gardienne de l'école. Ben, forcément, ça me fait quelque chose, parce que voilà, je suis pas une gardienne, en fait. Là, j'avoue que je suis vraiment surprise, parce que moi, mon point de départ, c'était les violences subies par ma fille et ses amis à l'école. Et puis là, en écoutant Elisa, en écoutant d'autres personnes, je me rends compte que les adultes, les accueillants, les accueillantes, les personnes qui font ce métier, elles aussi, elles subissent des violences. C'est assez connu, notoire, que malgré la bonne volonté de beaucoup de professionnels qui travaillent le matin, le midi et le soir, clairement, ce sont des personnes qui doivent accepter de faire un peu le bouche-trou, quoi. Je veux dire, c'est pas une fonction extrêmement réputée, c'est très mal payé, c'est indécent la manière dont ces acteurs sont rétribués, et donc c'est très compliqué d'avoir un accueil de qualité dans nos écoles. Quand on interroge les enfants sur leur appréhension générale de l'école, ils vont parler évidemment de la qualité des cours et de l'accroche qu'ils peuvent avoir à un enseignant ou à un autre, etc. Mais la première chose qu'ils vont mettre en évidence, c'est le climat d'école et l'ambiance d'école. Et quand on cherche un peu avec ces enfants, même en bas âge, qu'est-ce qui fait l'ambiance de l'école? L'accueil du matin, le temps de midi et les temps, entre guillemets, qui sont des temps non scolaires, plus la qualité des toilettes, la possibilité d'y aller dans un environnement relativement sain, safe, pas devoir se retenir d'aller à la toilette, des trucs comme ça. C'est ça qui fait l'ambiance dans les écoles. C'est pas, comme on croit, la qualité des enseignants, la qualité des cours, etc. C'est vraiment cet ensemble-là. Les copains, on va m'aider à ranger. On me ramène déjà les ballons. Aiden, j'ai dit d'abord les ballons. Ça, c'est pas un ballon. Mais ça, c'est après. Merci, Poussine, mais j'ai dit d'abord les ballons. Merci, Mamadou. Normalement, il reste un ballon. Il y avait 6 ballons. De toute façon, les copains, c'est trop lourd pour vous, c'est moi qui vais le faire. On dépose par terre? Non, on dépose par terre. On enlève ses mains. Aiden, j'ai dit c'est trop lourd, c'est moi qui le fais. Descends, je me fâche. L'autre temps important, sans doute le plus important, c'est le temps de midi. Là, il faut dire les choses comme elles sont. C'est même pas simplement une question de personnel et d'ATL. Le moment de repas, on le dit souvent, depuis les églises jusque dans les familles, on dit le moment de repas, c'est un moment de partage. Et là, c'est tout sauf un moment de partage. C'est un moment extrêmement stressant. Et moi, je considère, on est nombreux à considérer que c'est un manque de respect vis-à-vis des enfants. Il n'a pas encore posé son carton. Bellic, tu rentres pas. Tu vas venir. Maintenant, prends ta place. Assieds-toi à ta place. Ceux qui ont fini de manger, venez ici chez moi. Seulement ceux qui ont rangé leur cartable. Vous venez chez moi. Je m'appelle Julie, je travaille dans une école de la région de Charleroi. Je travaille essentiellement avec la maternelle. Tous les petits mangent ensemble avec les repas complets. Si tout le monde est là, c'est une bonne 50, 60 élèves. Oui. Et vous n'êtes que 2 pour gérer le repas? Oui.
Plus les repas complets, hein, qu'il faut servir une dizaine de primaires en soupe, en repas. Des fois, on a des tout petites 2 ans et demi, que c'est la première fois qu'ils dînent, ils rentrent dans un local super bruyant, où ils voient 2 madames qui courent dans tous les sens. Comment ils peuvent être rassurés dans ce contexte-là? Clairement, il leur faut un petit temps d'adaptation, parce que je comprends que pour eux, ce soit un peu saisissant. Ils sont ultra demandeurs, ils ont ultra besoin qu'on soit là. Et moi, justement, c'est pour ça que j'adore les petits, parce que voilà, j'aime bien être utile. Mais là, on a à peine le temps d'ouvrir un jus, on sait qu'on en a 10 à ouvrir derrière, donc c'est même pas ouvrir le jus, discuter un peu. Non, on ouvre le jus, tiens ma chérie, hop, on passe vite au suivant, et voilà. S'il y a un petit qui crie au secours, ou un vomissement, ou ce genre d'accident qui arrive régulièrement avec les petits, ben, on n'a pas vraiment le temps de se poser près de lui, de lui parler, de savoir ce qui va pas. Enfin, on n'a pas le temps de faire pour moi, notre boulot de manière correcte. Moi, c'est ça qui m'a minée pendant quelques mois. J'avoue, j'ai même songé tout arrêter. Hein. Non, c'est bon, si ça devient comme ça, le job, moi j'arrête. Julie, c'est pas son vrai prénom. Elle a choisi un pseudonyme parce qu'elle a peur que son témoignage soit mal perçu par sa hiérarchie. Elle a peur de perdre son travail. Certaines collègues savent qu'il y a des trucs qui se passent qui ne devraient peut-être pas se passer ou des choses comme ça. Donc il y a toujours cette peur-là. Oh, il ne faut pas que ça se sache. Tout le monde se parle, hein, tout le monde dit ce qu'il a à dire. Et puis malheureusement, derrière ça, après ça, il y en a qui continuent à faire un peu à leur façon. Quand c'est pas bien noté explicite, il y en a qui font un petit peu... Et donc toi, tu perds jamais patience? Ouf, si, malheureusement, ça m'est déjà arrivé des fois d'hausser le ton ou de allez, on s'épêche et tout. Et après, je culpabilise parce que je me dis zut, non, ils y peuvent rien. C'est les conditions qui sont comme ça. À nous de nous adapter et essayer de faire au mieux. Mais c'est vrai que par moments, on ressent comme une genre de pression. C'est la pression peut-être qu'on se met nous-mêmes, hein, je ne sais pas. Hein. Donc on essaye de faire au maximum. Mais oui, si, parfois, on hausse un peu le ton. On se dit allez, on se dépêche. Alors que zut, quoi. Normalement, on n'aurait pas à faire ça avec les petits, c'est pas grave, prends ton temps. Mais non. Ici, cette table, vous pouvez sortir. Oui, malheureusement, des fois, on n'agit pas comme on devrait. Certainement. N'oubliez pas les charges. Et moi, en l'écoutant, je me demande, mais pourquoi c'est si compliqué d'avoir des temps de midi, des repas qui soient agréables pour les enfants et pour le personnel? Vous pouvez sortir, mais vous videz les bacs d'abord. Pourquoi il y a si peu de moyens pour l'organiser? La table en face, vous pouvez sortir. Deuxième table, vous pouvez sortir. C'est pas grave, je fais sortir. Je m'appelle Laurence Paulet, je suis sociologue de formation et je dirige l'ASBL Frage depuis un peu plus de 10 ans. Alors le Frage, c'est l'acronyme de Formation et Recherche Accueil du jeune enfant. On s'est rendu compte, et on le sait depuis longtemps, que le temps de midi en fait est un temps essentiel pour l'enfant. C'est un temps de repas, c'est un temps de repos et c'est un temps de jeu. Absolument essentiel puisque complémentaire au travail que mènent les enseignants pendant la journée. Le temps de midi, c'est le no man's land de la journée de l'enfant, au niveau institutionnel. Donc le temps de midi n'est jusqu'à présent réglementé par aucun cadre légal. Donc ce n'est ni du temps scolaire, ni du temps extrascolaire. Ce temps n'apparaît pas dans le décret ATL. On a l'impression vraiment que ce no man's land non seulement il n'existe pas dans le cadre légal, mais il n'a pas non plus été réellement pensé. Le décret prévoit une norme d'encadrement, mais elle n'est jamais respectée. Les moyens sont tellement insuffisants qu'on peut avoir des chiffres vraiment hallucinants en fait. Soit sur les temps d'accueil du matin, soit sur les temps de midi, soit sur les temps d'accueil du soir. Mais c'est sur le temps de midi que se concentre la plus grande violence dans les conditions d'accueil,
On peut avoir 2 accueillants extrascolaires pour 80 ou 90 enfants, voire même parfois une personne pour 60, 70. Donc dans ces cas-là, en fait, rien n'est possible. Hein. Et donc voilà, les enfants mangent, les enfants jouent, les enfants dorment dans des conditions assez aléatoires, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Salut, c'est bon? C'est quoi le repas? Du riz, de la viande et des champignons. Et à la salade, il y a des concombres et des pommes. Des écoles où les repas se passent bien, il y en a quand même. J'en ai trouvé au moins une où ça crie pas, où les enfants mangent dans une ambiance plutôt sereine et où on leur donne des responsabilités. Pourquoi est-ce que tu as un gilet orange? Parce que le chef de table. Toutes les semaines, on change de chef de table qui doit débarrasser la table et la nettoyer. Et apporter le dessert. Donc cette semaine, c'est toi? Et t'aimes bien être chef de table? Oui. Ça prend du temps quand même. On doit nettoyer tout le temps les tables et débarrasser. Pendant une semaine? Tous les et jours. Vous mangez toujours, vous 5? Ouais. Oui. Et comment vous avez décidé qui mangeait avec qui à quelle table? En fait, c'est notre prof qui nous l'a dit et c'est écrit là-dessus. Donc Alexandre a changé de table parce qu'avec Alexandre et June, il y avait trop de disputes. Alexandre, c'est lui là-bas avec les lunettes. En fait, avec Alexandre et June qui étaient là, il y avait toujours une bagarre. Alors du bruit. Ouais, toujours du bruit. Alors Laïla a pris Alexandre, l'a mis avec une table encore pire, avec ses copains. Et là, ça va parler. Et là, il y aura plein de bruit. Donc en gros, c'était pas une super bonne idée. Elle a été sympa. Mais ou sinon, c'est avec les filles. Et ça, ce sera l'horreur pour Alexandre. Ok, n'oubliez pas de manger, hein, parce que je veux pas que tu aies plus de temps à cause de moi. Si on revient au bien-être de l'enfant accueilli, qui doit quand même être le point central de toutes les réflexions. L'enfant accueilli en collectivité, pour qu'il puisse vraiment s'épanouir, il faut qu'il soit dans une certaine sécurité affective. Dans le système belge francophone actuel, cette sécurité affective est mise à mal parce que la Belgique francophone, donc au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, fonctionne selon un système qui est scindé institutionnellement. Un système qui est cloisonné. On a en fait des réglementations différentes, du personnel différent, mais au niveau de l'enfant, quand il arrive à l'école le matin, il commence sa journée. Et il va la terminer en ayant vécu toute une série de changements, en fait, qui, de par ce système scindé, vont être vécus comme toute une série de ruptures. Si on peut travailler sur justement la complémentarité, mais aussi sur la manière dont on peut penser les articulations entre ces différents moments de la journée, l'enfant va être beaucoup plus serein, il va être beaucoup plus disposé aux apprentissages, puisqu'en fait, pour pouvoir survivre à autant de changements, l'enfant va mobiliser une grande partie de son énergie à l'adaptation. Donc en fait, cette question de la sécurité affective n'est pas du tout anecdotique. Elle est absolument centrale, et ce ne sont pas que les psychologues qui le pensent. Et l'ATL et l'enseignement, par rapport à ces questions, sont complémentaires. Et donc, c'est très intéressant de se pencher sur cette question et de voir comment enseignement et ATL peuvent réfléchir à leur complémentarité pour permettre à l'enfant de vivre une journée, mais donc une semaine, un mois, une année, de façon beaucoup moins cloisonnée que ça ne l'est aujourd'hui. Enquête d'accueil. Écriture, prise de son et réalisation, Aliénor de Broc. Marrainage artistique, Caroline Berliner. Montage et dramaturgie, Gaspard Samin. Accompagnement artistique, Violette Palaro. Musique et mixage, Éric Ronce. Ce projet
projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Christian Uwineza et de toute l'équipe d'Alter Éduc. Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous rencontrer pour partager leur expérience de l'accueil extrascolaire. Merci à Sarah Segura, Noé Béal et Thibaut Kuckelbergs de Comme un lundi ASBL pour leur accompagnement. Avec l'aide de l'appel à projet Un futur pour la culture, territoire de création de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds pour le journalisme. Aide à la diffusion, We Tell Stories. Ah, je sais ce que ça veut dire garderie. Garder le rire. C'est la garderie. Non, non, garde. Garder le rire. Ouais. C'est ça que j'ai compris dans ma voiture. Garder le riz à manger.